Voilà. Merci de vous avoir nombré ce week-end. D'abord, bon week-end à vous tous qui êtes à la maison en train de nous suivre. Mais comme vous le savez, avant d'aller dans le bruit, on a toujours eu l'habitude d'attendre d'abord Congo Presse, votre rendez-vous, le rendez-vous de chaque samedi. Nous voici encore sur ce plateau de Congo Presse à CML 13 Télévision. Comme d'habitude, nous allons analyser les questions qui ont quand même eu lieu toute la semaine. Voilà pourquoi nous vous disons bienvenue dans cette émission. CML 13 toujours à l'attaque, toujours permanent, toujours au rendez-vous de vous informer, au rendez-vous de vous éclairer. Comme vous l'avez toujours su, je ne suis toujours pas seul sur ce plateau. Je suis avec des invités, des journalistes bien sûr, avec qui nous allons analyser de temps à temps les grandes questions d'actualité de la semaine. Mais avant d'y aller, avant d'y arriver, je voudrais qu'on fasse avec les invités, je voudrais les présenter. Je suis avec Doudou. Doudou Longom qui est ici, c'est déjà un habitué de Congo Presse. Et Doudou, bienvenue à CML 13 Télévision, surtout à son émission Congo Presse. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Nous, c'est déjà la maison. Vraiment, je tiens à vous remercier de cette considération et continuer toujours à féliciter les responsables de cette chaîne. Sinon, tout va bien. Oui, non, ça va, on est là. Donc, tout ne va pas bien. Lorsque la République pleure, nous pleurons. La République est en train de pleurer. Oui. Au moment où on observe, j'ai vu les gens se réjouir parce que il y a les rapports des Nations Unies sur... Évidemment, c'est ça la grande question qu'on va essayer de voir un peu ce soir. Beaucoup de débats, beaucoup de choses, mais je pense que nous allons analyser. Sincèrement, nous sommes là et je salue tous les amis qui sont avec moi sur le plateau. Vous êtes là. Merci beaucoup Doudou, merci d'avoir répondu à cette invitation. Je m'avais présenté Désiré. Désiré, comment vous allez? En tout cas, nous nous portons bien. Parce que la République va bien. Ah, vous dites... attendez. Faut pas commencer comme ça. C'est Doudou qui a dit que la République va mal parce que la République pleure. Vous dites que la République va très bien. Bon, chacun selon son appréciation. La République va bien parce qu'on peut tenir une émission sans être dérangé à ce moment. C'est pas possible. Parce qu'on peut avoir un point de vue contraire, l'exprimer librement sans être inquiété. Francis peut venir à CML, faire son émission, rentrer à la maison, sans voir les agents de sécurité que nous avons connus d'antan, déranger, appeler, fermer les chaînes de télévision. Et donc pour nous, qui sommes des sciences de l'information et de la communication, à partir du moment où la liberté des dires est garantie, en tout cas, pour le meilleur de monde, la République se porte bien. La République se porte bien. Évidemment. Donc, vous êtes un homme de bilan de Fachi, apparemment. Mais aujourd'hui, daignez de nous épargner les gros chiffres, parce que nous, c'est surtout la réalité sur le terrain qui intéresse la population. Vous êtes toujours dans les chiffres. Vous êtes toujours dans les bilans de Fachi. Un bilan positif. Bon, je n'entre pas dans Très positif. Cherchez-nous un cadre pour parler du bilan de Fachi. Je vais vous montrer toutes les réalisations à l'appui. Si vous voulez bien, j'aurai d'ailleurs besoin de votre caméraman. Nous descendons sur terrain et puis nous rentrons ici pour rétablir la vérité. Je crois que la meilleure façon d'évaluer le bilan serait d'aller d'abord au marché, voir comment ça se passe. Je voudrais apporter un petit détail. Donnez-moi une minute. Je n'étais qu'en train de présenter les invités. Vous voulez qu'on commence? Une minute, parce que vous avez parlé du marché. Vous savez, Francis, les gens font une très grande confusion entre la situation économique et la situation financière. Au fait, ce sont deux situations qui marchent ensemble, mais qui ne disent pas la même chose, sur le plan pratique. On va revenir. Je vais revenir avec plus de détails, parce que la situation économique est externe. On va revenir. Et la situation financière, elle est interne. Désiré. Et il faut... Je comprends que vous avez énormément d'éléments. Vous êtes allé vous ressourcer seulement pour mettre KO, mettre Doudou qui est là. Même mais pas. Je ne nous voulons dire la vérité aux Congolais. Dans le fond de la question, aujourd'hui, on a un autre débat qui nous attend. D'ailleurs, c'est très important. C'est pour ça que nous sommes là. Ben KMB. Voilà. Ben, comment vous allez? La République aussi va bien, mal, d'après vous? Je vais bien, mais j'étais déjà en train de m'éclater, de rire. En fait, à la question posée... vous étiez en train de rire?
Oui, avant d'avoir tout à l'heure un petit moment pour mon biscuit, je me dis, le Congo va mal, le Congo va bien, ça dépend de quel référentiel on utilise. Ça dépend, il ne faudrait pas mettre tout dans un même lot. Moi, je pense que si le co-débatteur en face de moi dit que le Congo va très mal, il a ses référentiels, et que si le confrère aussi à ma gauche dit que le Congo va très bien, ça dépend, il a ses référentiels. Je pense qu'il faudrait voir quels sont les référentiels de mon confrère et quels sont les référentiels de l'autre pour pouvoir trancher. Mais ici, si vous pouvez me le permettre, d'entrée de jeu, de présenter une inquiétude. Vous savez, on parle, peut-être qu'on n'en parlera pas dans les vifs du sujet, mais j'aimerais bien en parler tout au début. On parle du cas Jean-Marc Aboun. Vous savez, nous sommes journalistes et que nous sommes aussi les élites. Nous avons de l'intellect, nous sommes scientifiques. J'ai vraiment beaucoup de questions qui taraudent un peu ma tête. Je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Marc Aboun peut aussi nous éclairer un tout petit peu, parce qu'il laisse... vous avez besoin qu'il vous donne des éléments. Il nous laisse dans un flou. Aujourd'hui, on ne sait plus aller vers les fonds. Parce qu'aujourd'hui, il nous dit, il parle des jets, mais il ne nous dit pas, il y a eu combien de jets qui ramenaient de l'argent. Non, mais il ne nous dit pas, mais à cette question, il ne donne pas des plaques d'immatriculation, il ne nous dit pas il s'agit de quel jet, il y en avait plusieurs, combien on a embarqué par jet. Il ne nous dit même pas la destination. Mais si certainement il avait les éléments, il pouvait nous les donner. Justement, Ben, avait promis, il paraît qu'il avait promis au PGR qu'au moment opportun, il lui fournira des éléments. Non, mais, vous voulez aller vite en non, mais on apprend aussi, lorsque les PGR... Il va se présenter, je ne sais pas mardi. Lorsque le procureur entend l'honorable Jean-Marc Aboun, si le procureur estime qu'il n'y a pas des charges qui sont lourdes qui pèsent sur lui, il ne pouvait pas solliciter la levée des immunités. D'autant plus qu'il les sollicite, c'est qu'il a constaté qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Il faudra avoir Jean-Marc Aboun sans humilité. Peut-être que pour qu'il ait un champ libre, c'est ça aussi la question. Merci beaucoup, Ben Kayembe. Vous avez frôlé la question de Jean-Marc Aboun. Bien sûr que c'est aussi une actualité brillante. Parce que c'est pas pour rien qu'il va se présenter le mardi, mais aussi la demande du PGR au bureau de l'Assemblée nationale pour la levée des immunités de Jean-Marc. On se pose des questions. Est-ce que Kabound va regagner sa maison le mardi? Est-ce que on va les retenir? Est-ce que la cellule est à Makala déjà prête? Beaucoup de questions, comme vous l'avez dit, taraudent notre esprit. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on est qu'observateurs et on va sonner l'alerte si jamais l'actualité nous exige. Je reviens sur ce plateau, Doudou. On va commencer par un petit souci, parce que Ben l'a soulevé, soufflé que je présente aussi un petit souci du côté de l'IGF. L'IGF, le travail que vous faites, tout Congolais sérieux ne peut qu'applaudir, comme moi j'applaudis le travail qui est en train d'être fait par l'IGF, mais je constate seulement qu'au niveau de nos provinces, non, les détournements ne sont pas seulement au Kinshasa. Les détournements, c'est aussi au niveau de nos provinces. Il faudrait que le travail soit fait aussi dans nos provinces. Hier, par exemple, j'ai eu des coups d'appel de la province du Sonkourou où on m'a appelé par certaines personnalités de chefs de territoire qui ont dit non, ils n'ont pas reçu l'argent des entités territoriales décentralisées pendant plus ou moins 4 ans, 5 ans. Ça veut dire qu'il y a 2 ou 3 gouverneurs qui se sont succédés, mais ils n'ont pas reçu cet argent comme il fallait. Alors ce travail-là, il faudrait laisser que les individus s'enrichissent au profit et au bénéfice de la population. Non, je pense qu'il y a lieu de jeter aussi un regard dans nos provinces pour qu'on puisse ensemble décourager ce système de détournement où les individus s'achètent des maisons au détriment de la population. Si vous êtes autorité, vous êtes gestionnaire, écoutez, vous devez rendre compte, vous devez vous réaliser que si vous êtes là, c'est parce que la population vous a donné confiance, la population vous a donné mandat. Ça, ce n'était qu'une parenthèse pour interpeller le travail de l'IGF dans les provinces. Doudou, on va essayer d'entrer. Vous allez prendre la parole et enchaîner. Oui, dans ce dossier, si vous avez un mot, attendez qu'on pose les jalons. Comme ça, vous allez directement prendre la parole et enchaîner avec les questions. On va entrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, la grande thématique
de la semaine où on va discuter ce soir, c'est en rapport avec le rapport d'un groupe des experts des Nations Unies qui a été rendu public. Ces rapports-là indexent de manière directe l'apport ou les soutiens du Rwanda dans ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo. Ça veut dire que au Congo, on a toujours déclaré, on a toujours révélé que le Rwanda était en train d'agir sous couvert du MV3. Voilà qu'il y a un rapport d'un groupe des experts des Nations Unies qui vient confirmer avec des éléments de preuve à l'appui. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais ceux qui ont eu la chance de lire ces rapports-là ont trouvé des éléments suffisants selon ce qui nous a été rapporté. Alors je voudrais qu'ensemble on analyse aujourd'hui la grande question qu'on doit se poser aujourd'hui, que ces groupes d'experts des Nations Unies confirment la position qu'a toujours tenue la République démocratique du Congo face au Rwanda. La première des questions, Doudou, quelle est l'attitude que nous, en tant que Congo aujourd'hui, devrions avoir face au Rwanda, et quels sont les mécanismes que nous pouvons proposer aujourd'hui au gouvernement congolais pour essayer de mettre pression à la communauté internationale, parce que révéler ou confirmer que le Rwanda est derrière le MV3 ne suffit pas, mais aussi chercher à mettre fait, parce qu'aujourd'hui, on doit rappeler que Bouganaka est toujours sous-occupé par le 1v3. Je ne sais pas quelle est la lecture ou la critique que vous faites par rapport à ces rapports de l'ONU. J'estime que vous avez eu le temps de parcourir un peu ces rapports. Merci beaucoup. Je voudrais revenir rapidement sur le dossier de l'IGF. Ma province, la province de Sankourou, c'est une province qui a souffert, tout le monde le sait, dans cette république. Nous avons souffert sérieusement pour avoir un gouverneur, c'était très compliqué. Mais je salue la venue ou l'arrivée de Gilles Lodi, maître Gilles Lodi, qui est gouverneur au moins cette fois-ci, qui commence à travailler parce que nous avons vu, il a déjà commencé à lancer quelques chantiers avec les faits propres, les fonds propres du gouvernorat. Et des deux, Francis, dans notre province, il s'est posé un problème d'instabilité politique entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif. Maintenant, c'est une situation réglée parce qu'il y a l'harmonie, il y a du travail qui se fait entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Nous voyons déjà cette complicité et nous encourageons cela. Mais malheureusement, c'est que nous voulons demander, et heureusement que Gilles Lodi, en tant que juriste de formation, il a déjà commencé, avant qu'on puisse peut-être évaluer sa gestion, à observer, à examiner ce qu'il avait trouvé. Sur la table, Gilles Lodi trouve qu'il y a eu détournement. Depuis le projet de 100 jours, le programme de 100 jours, il y a eu, il y a eu de l'argent, il y a eu des projets qu'on avait. Donc vous voulez dire que c'est l'actuel gouverneur qui a révélé? Oui, c'est le gouverneur actuel, Gilles Lodi, avec Benoît Olamba comme président de l'Assemblée, c'est l'Assemblée et l'exécutif provincial. Ils ont trouvé qu'il y a des choses de détournement. En dehors de ces frais, il y a les fonds d'investissement qu'on envoyait au Sankourou qui n'arrivaient pas. Malheureusement, il y a des preuves. Il y a des preuves ici à Kinshasa. L'argent est déjà débloqué, mais malheureusement sur le terrain, rien n'a été fait. Il y a aussi l'argent des entités territoriales décentralisées, où on appelle des secteurs. C'est l'argent qu'on envoie aux provinces, aux secteurs, pour essayer un peu d'aider les chefs de secteur à faire tout ce qu'il faut pour l'aménagement du territoire. Mais malheureusement, cet argent restait, on ne sait pas, entre les mains de qui. J'ai eu moi-même personnellement quelques chefs de secteur qui m'ont témoigné qu'ils percevaient cet argent par an au moins 2 ou 3 fois, et les montants c'était seulement 500 000. Au moment où à Kinshasa, ici, on a envoyé peut-être par province 3 millions. Mais il y a un camp sérieux de détournement. C'est très compliqué, ces dossiers entre les mains de l'IGF. Moi, j'ai toutes les preuves. Parce que je vous dis, l'argent entré dans les MPSA, dans les numéros de compte des gens, des individus. Au moment, c'est l'argent destiné aux ETD. Et puis, nous devons dénoncer cela
Et ce que je demande à Gilles Alingueti, comme vous l'avez dit, ce n'est pas seulement ici à Kinshasa que c'est cela doit se faire. Ce n'est pas avec le ministre national. Non, nous avons besoin, surtout dans notre province, c'est un peu de vérifier depuis le programme de 100 jours jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce qui a été fait, parce que si on veut reprendre, on peut revenir même à l'époque de Joseph Kabila. Nous avons eu des gouverneurs, nous avons eu commissaire spécial, gouverneur, jusqu'au gouverneur intérimaire qui est parti récemment. Sans la présence de Gilles Lodi, je pense qu'on n'allait pas savoir. Et aussi, par rapport à ça, vous pouvez vous imaginer qu'il y avait un programme du gouvernement qui avait promis à la province d'Issankuru au moins 4 ponts. Et ce sont des rivières que nous souffrons. Il y a la rivière de l'Okenya, que vous connaissez très bien. Il y a la rivière, comment on appelle ça, là où il y a le Manda. Et maintenant, heureusement, avec la force et l'implication du VPM de l'intérieur, Daniel Asselo, qui s'est impliqué. Et maintenant, là, nous avons ces 2 ponts qui sont à Kinshasa. Très bientôt, ils vont arriver au Sankuru. Allez-y, c'est pour autant dire que sans la vigilance de ces autorités, carrément, on n'allait absolument rien avoir. Ok, cette histoire de la MONUSCO, cette histoire de du rapport, le rapport du groupe des experts qui reviennent pratiquement sur ce que nous avons toujours dit. Nous avons eu le rapport Mamping. Rappelez-vous, ce rapport est dans le tiroir des Nations Unies. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Ce rapport détaille plus que les rapports que nous avons aujourd'hui. Donc moi, je démontre clairement l'implication du Rwanda dans le génocide. Je vous dis que le rapport Mamping cite même les noms des gens. Que le secrétaire général des Nations Unies, la dame qui est ici, je ne sais pas comment vous l'appelez, tout le monde, tous les pays membres des Nations Unies savent ce qui se passe chez nous. Moi, je ne suis pas surpris. Les rapports, ce sont des rapports. Ce sont des rapports qui sont là, et parce qu'on a cité nommément le Rwanda, mais nous citons le Rwanda tous les jours. Et ce qui est plus grave, au moment où la communauté, même la communauté internationale, à travers la MONUSCO, à travers les experts, font un rapport, nous produisent un rapport qui indexe le Rwanda directement. Non, il y a un porte-parole de la MONUSCO ici, qui nous dit que non, les militaires rwandais, les M23, ce sont des militaires qui ont des armes plus apparemment lourdes, puisque les militaires congolais, nous ne saurons pas. Donc vous comprenez déjà que c'est pour nous flouer. Je dis que ce rapport, c'est pour nous flouer. C'est une distraction, ce rapport. Donc ce rapport, non, pour vous, c'est une distraction. Pour moi, c'est une façon d'endormir les Congolais. C'est une distraction. Si on veut nous aider, c'est condamner le Rwanda. Ce n'est pas faire un rapport et écarter, parce qu'il y a plusieurs rapports dans ce sens-là. Mais pourquoi on ne condamne pas le Rwanda? Et dont le secrétaire général a appelé. On n'a pas besoin de ces appels, ces messieurs. Nous avons besoin qu'on condamne le Rwanda. Il y a des sanctions. Pourquoi on inflige des sanctions en Russie, aux Russes? La Russie souffre aujourd'hui, même si on peut le dire, mais la Russie souffre. Il y a des sanctions. Mais chez nous, on vous dit que c'est le Rwanda. Et il y a des minéraux qui passent du Congo vers le Rwanda. Vous ne sanctionnez pas, vous achetez ces minéraux. Il faut arrêter avec cette distraction. Vous ne trouvez pas que le fait pour ces experts-là de dire à haute voix et de manière très explicite que le Rwanda est impliqué dans ce qui se passe à l'Est, vous ne trouvez pas que c'est aussi une victoire du gouvernement congolais? Parce que c'est une victoire diplomatique pour que ces organismes-là reconnaissent qu'aujourd'hui le Rwanda est indexé de manière directe? Une maman qui est à Bunagana ce soir, qui nous suit, à partir de là, un homme dans la brousse en train de fuir. Et son problème, c'est d'attendre que non, il y a un rapport qu'on a dit que le Rwanda, et c'est fini. Pour ces messieurs-là, est-ce que la guerre est finie? Je peux rentrer chez moi. Ce sont des théories scientifiques et diplomatiques qui n'ont rien à voir. Je dis, nous avons besoin que ces voyous rentrent chez eux. On ne peut même pas réfléchir. Non, il y a un rapport, les rapports des Nations Unies. Mais les Nations Unies savent comment. Il y a des modes de sanctions qui peuvent infliger au Rwanda. Mais là, on a dit mots, mais tout simplement, non, c'est une victoire diplomatique. Oui, c'est une victoire diplomatique. Les retombées maintenant. Les retombées, c'est qu'on n'a pas besoin de ces M23, ce sont des Rwandais. Qu'ils rentrent chez eux. Et maintenant, là, on va vous dire non, c'est l'État congolais qui doit défendre sa population. Donc, on n'a pas, sincèrement, je vous dis que c'était un rapport de trop. Nous avons les rapports Mamping, on applique même les rapports Mamping. Si on va appliquer ces rapports, vous allez voir qu'il n'y aura rien. Le Rwanda est très bien soutenu. Peut-être nous n'avons pas encore eu cette force-là, ou bien nos lobbyistes n'ont pas encore travaillé pour que nous soyons considérés comme le Rwanda. Merci beaucoup, Doudou. J'avais suivi le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui avait dit que c'est une victoire diplomatique. Moi, je pense, il a ses raisons pour le dire. Mais comme Doudou l'a dit, vous suivez autour de cette table, qu'on a un rapport mapping. Ce rapport mapping implique Consto, qui est celui qui a été publié par ces groupes d'experts des Nations Unies,
dont nous ne savons pas le vrai mobile, le vrai motivation de ces rapports-là. Parce que ça fait plus de des décennies que la situation à l'est de la République démocratique du Congo ne s'améliore pas. Est-ce qu'on va continuer à espérer, à avoir foi à ces rapports des Occidentaux que, personnellement, je ne sais pas, les motivations, est-ce qu'il faut continuer dans ce sens-là? Désiré, vous l'avez suivi, vous êtes journaliste, un rapport, un groupe d'experts des Nations Unies qui arrive et qui vous donne un rapport qui indexe le Rwanda. Ce n'est pas du nouveau au Congo parce que les autorités et nous-mêmes en tant que citoyens, nous l'avions toujours décrié, nous l'avons toujours indexé le Rwanda. Qu'est-ce que cela peut changer par rapport au soutien que bénéficie le MV3 de la part du Rwanda? Est-ce que ces rapports-là pourra nous aider quand même à récupérer notre parti, Bungananga, qui est toujours sous contrôle du MV3? Je pense que ce rapport, comme l'a dit le porte-parole du gouvernement, c'était une avancée. Une avancée parce que avant, je vous souviendrai qu'avant que ce rapport ne soit fourni, le Sénat américain avait fait une déclaration comme quoi le Rwanda serait impliqué directement dans ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et c'est tout ce que nous attendions. Parce que nos plaintes ont été faites au niveau de la communauté internationale, notamment au niveau de la CAC, de la CIRG et de toutes les organisations internationales, régionales et sous-régionales. Mais le premier problème, c'est que nous étions en situation de complexité parce qu'on n'avait pas d'abord connu l'agresseur. L'agresseur n'était pas identifié sur le plan international. On doit se mettre d'accord. Sur le plan, de manière bilatérale, en bilatéral entre nous et le Rwanda, nous avons dit que c'était le Rwanda. Mais encore, il fallait convaincre la communauté internationale pour que celle-ci puisse croire en nous et croire à toutes les déclarations que nous avons faites par rapport à cette situation. Aujourd'hui, chose faite. Ça, ce sont des efforts qui sont faits. Mais ce qui est beaucoup plus important par rapport à cette situation, moi, je pense que c'est la paix. Comme mon confrère d'en face l'a dit, le rapport mapping existe il y a de cela plusieurs années. Mais je voudrais renchérir à disant que le rapport mapping n'était pas repris dans le même contexte que le rapport qui est fait aujourd'hui. Parce que le rapport mapping est fait suite à la demande, la RDC, qui a fait la demande en 98 pour que la MONUC à l'époque puisse intervenir dans la mission de la stabilisation de la République démocratique du Congo. À la suite de cette mission, il y a eu un rapport qui a été fait, mais c'était un rapport dans lequel il y avait une grande partie des Congolais, beaucoup qui sont même dans la classe politique aujourd'hui, qui sont des députés à l'Assemblée nationale, les autres sont... Juste pour vous donner quelques mots, même les rapports des experts des Nations Unies indexerait une collaboration occulte. Hein? C'est aussi ça les éléments. Mais c'est là le problème. Même au niveau interne, il se pose des problèmes. Qu'est-ce que nous disons? Le Rwanda ne vaut absolument rien. Et le Rwanda n'y est pour rien pour ce qui se passe en RDC. Je vais vous surprendre. Ce qui se passe en RDC, le plus grand problème, ce sont les multinationales. Parce que nous sommes des journalistes, nous devons aller en fond de questions pour fournir des explications beaucoup plus scientifiques qu'émotives. Les multinationales qui font la loi au niveau des grands concerts des nations, parce qu'ils ont une puissance économique accrue, ils engagent beaucoup de citoyens dans ces États, et eux qui coopèrent directement avec le Rwanda pour pouvoir extraire le minerai en République démocratique du Congo sans respecter la chaîne de conduite. Et ils sont soutenus par la communauté internationale. C'est là où je dis clairement que ce qui est fait aujourd'hui, le rapport qui est fourni, c'est une sorte de bousculade diplomatique qui fait naître un rapport, comme l'a dit mon frère, d'endormissement. Mais qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? Nous voulons que la MONUSCO dégage. Parce que j'ai entendu que la MONUSCO avait fait de prouesses en termes d'observation électorale. Mais quand vous regardez la mission de la MONUSCO, conformément à la résolution 1779 qu'il avait installée en République démocratique du Congo, nulle part il n'était repris
que la MONUSCO devait venir faire l'observation électorale parce que j'étais sidéré de suivre même certains politiciens. Oui, je vais vous lire. Non, je vous pas aller dans certains politiciens. Il faut dire que Franck Diongo a demandé que la MONUSCO soit encore là pour voir comment Félix Tshisekedi, le fils à papa, va échouer. Il faut aller dans ce sens-là. C'est comme ça que nous disons que nous-mêmes, Congolais, nous prêtons bâton à nos ennemis pour nous faire du mal. La plupart des politiciens congolais ne sont pas nationalistes, Francis. Ce sont des politiciens qui pensent... Donc vous n'épousez pas la logique de Franck Diongo. Que je ne peux pas partager. Allez-y dans les rapports des Nations Unies. Je vous cite les 5 points principaux qui avaient motivé que le Conseil de sécurité des Nations Unies puisse envoyer la MONUC à l'époque en République démocratique du Congo. Réconciliation nationale. Ça, c'est après tout ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo. Mise en place d'une armée nationale intègre. L'organisation de pourparlers en matière de sécurité dans un bref délai pour aboutir à la stabilité. La mise en place d'une politique commune pour conduire tous les États impliqués dans la situation pour la stabilisation. Mais quand vous regardez au cours des péripéties qui ont conduit la MONUC avant qu'elle ne soit MONUSCO en 2010, vous allez voir que la MONUC s'est détournée des missions qui lui ont été confiées par le Conseil de sécurité de l'ONU pour s'ingérer, en réalité, devenir une mission d'observation électorale la plus appréciée par la classe politique congolaise. C'est là où je dis... cette observation là nous amène quoi? Parce que en 2011, c'est là où 2018, la MONUSCO est là et on continue à décrier les systèmes électoraux émaillés de fraude et tout. Qu'est-ce que cette émission nous rapporte? Mais c'est là où nous devons convenir en tant que Congolais. Je pense que ce n'est pas une question qui doit nous diviser. Malheureusement, elle nous divise entre nous. Parce qu'il y a des politiciens qui pensent que pour survivre politiquement, ils doivent coopérer avec l'Occidentaux. Les Occidentaux, permettez-moi. Et ils doivent avoir un souffle des Occidentaux. Ils doivent être soutenus par des ambassades. Nos ambassades à l'étranger n'ont jamais été impliqués dans des situations internes de ce pays-là. Il n'y a qu'en République démocratique du Congo où vous verrez un député national, un président des partis politiques. Pour la plupart des fois, ce sont des partis politiques de l'opposition qui, chez lui, ils reçoivent même des chargés d'affaires. Au fait, un chargé d'affaires d'une ambassade, c'est l'équivalent des chargés d'études. Mais vous allez curieusement voir que... C'est comme un chargé d'études dans un ministère. C'est comme un chargé d'études et... ils font de ça un problème. Notre problème en République démocratique du Congo, je me résume là, c'est de croire que notre solution ne peut venir que de l'Occident. Donc l'occidentalisation, mais intelligible. Et c'est ça que doit devenir notre lutte. Malheureusement, nous continuons d'être divisés par rapport à cette question parce qu'aujourd'hui, Francis, à l'est de la République démocratique du Congo, il faut préciser qu'il n'y a plus confiance entre la population et la MONUSCO. Et moi je dis... parce qu'au début, c'est la population qui revendique les départs de la MONUSCO. Après que la population ait revendiqué ses départs, vous avez vu la MONUSCO réagir. Moi, j'appelle ça une réaction préméditée, passez-moi le terme. Pourquoi? Parce que cette réaction est consécutive à une action de la population. Et malheureusement, ce qui s'est passé à Kasindi, c'était seulement à moins de 2 semaines de la demande de la population. Vous comprenez que, je finis par là, il y a rupture de confiance. Je voulais quand même te lire ce que Mathias, le porte-parole de la MONUSCO, avait dit. Parce que on peut se rendre compte que est-ce que ce qu'il a dit pouvait quand même entraîner son expulsion. Je ne suis pas, on n'est pas d'accord avec la MONUSCO, qu'on l'aime ou pas, bon, on n'est pas dans ça. Je vais vous lire ça. Nous sommes mobilisés en ce moment, l'armée congolaise, comme nous, une grande partie de nos moyens, de nos troupes mobilisées par cette résurgence du 1v3. Et donc, vous allez voir des endroits où l'armée congolaise ne peut plus être présente de manière satisfaisante et où nous-mêmes, pas nos capacités sont réduites. Ça c'est une interview qui a coûté l'expulsion à Mathias. Est-ce que dans ça, vous trouvez que Mathias pouvait être expulsé parce qu'il a dit ça, parce qu'il a reconnu qu'il y a des endroits où l'armée congolaise ne peut plus arriver ou satisfaire par rapport à la guerre, ou parce qu'il y a quelque chose
que le gouvernement congolais cherche. Mais en faisant ça, ça démontre clairement qu'il y a une collaboration entre ce porte-parole-là et les mouvements du 23 mars. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Parce qu'il fait leur communication. C'est ce que nous avons toujours entendu de ce voyou. Ils disent la plupart des fois, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont occupé, ils prétendent avoir occupé même des territoires qu'ils n'ont même pas encore occupés. Donc vous trouvez dans ces propos une façon de démoraliser l'armée congolaise? C'est une manière de monter la population contre les autorités du pays. Et ça ne peut pas passer. C'est une manière de chanter victoire du groupe du 23 mars, avec lequel ils sont en collaboration. Parce qu'il faut dire que le M23 avait été défait de 2013 à 2014 et qu'aujourd'hui, curieusement, il refasse ses surfaces. Vous avez même suivi la déclaration de la représentante spéciale des Nations Unies ici, Bintou Keïta, qui avait dit que ce mouvement avait un arsenal militaire avec lequel eux, ils ne pouvaient pas faire face. Mais s'ils ne sont pas capables, et s'ils sont incapables de pouvoir entretenir la sécurité des Congolais, eh bien, tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est qu'ils nous laissent cette sécurité, nous en tant que Congolais, et nous allons nous en charger. Parce que quand vous suivez de telles déclarations, c'est une manière de monter la population contre les autorités politico-judiciaires de la République démocratique du Congo. Merci. Et ça, on ne va pas tolérer. Nous devons rester nationalistes. Et ça, c'est un appel à tous les politiciens qui pensent que le salut ne peut venir que de ces gens. Que Tshisekedi quitte le pouvoir, que Tshisekedi soit au pouvoir. Le problème ici, ce n'est pas celui qui est à la tête de la RDC, mais c'est le minerai de la République démocratique du Congo. Et donc, même si ce Francis qui deviendrait président de la République démocratique du Congo, la communauté internationale aura le même regard sur le Congo. Et nous devons nous réveiller, prendre conscience et défendre notre territoire. Un appel d'un compatriote, là il est plus que compatriote, il a un souci. Bon, je crois que tout Congolais sérieux devrait adopter la même position face à l'agression, parce qu'on ne peut pas prétendre aimer la richesse du Congo pour ne pas aimer le Congolais. On ne peut pas prétendre aimer l'avoir ou le diamant, l'or du Congo et ne pas protéger les Congolais. Et donc ici, il est vraiment plus que nécessaire et impérieux que tout Congolais se sente un peu révolté, interpellé pour regarder en face ce qui nous arrive. Ben, le tour quand même de la table est quand même diré avant de te prendre, mais ces experts qui prétendent avoir recueilli des éléments à toute évidence pour accuser le Rwanda d'être derrière le M23, on dit que c'est quand même des avancées sur le plan diplomatique pour la RDC, qui a quand même su bouger les lignes. De l'autre côté, on dit que c'est un rapport d'endormissement. Comment vous trouvez? Très bien, merci beaucoup. Je crois que vous êtes donné la peine de répondre à la question. Pourtant, on le sait si bien déjà. J'espère avoir les mêmes temps d'antenne que les confrères qui ont parlé. Allez-y, vous êtes libre. Allez-y. Entendre parler mon co-débatteur de gauche, je me croyais dans un cirque. Vraiment, je me suis perdu. Il ne faudrait pas qu'on oublie la jeunesse des choses. Il ne faudrait pas qu'on fasse du coq-à-l'âne, du meni-mélo comme ça lorsqu'on réfléchit. Vous savez, lorsqu'on a l'opportunité d'être à la télé, nous ne sommes pas plus intelligents que les autres qui nous suivent. D'ailleurs, ils ont les stylos, ils ont le temps de faire des recherches pour comparer. Touchons la jeunesse des faits. Aujourd'hui, on veut combiner les tout. D'abord, on parle de l'insécurité à l'Est, on parle de la relation entre la population de l'Est et la MONUSCO, et puis on parle des relations diplomatiques entre le gouvernement et les Nations Unies. Il ne faudrait pas confondre les choses. Aujourd'hui, on veut mélanger les tout. Depuis quand la sécurité de l'Est de la République démocratique du Congo passe avant tout, sinon est conditionnée par le départ de la MONUSCO? Ça n'a rien à voir. C'est des choses différentes. Il ne faudrait pas confondre. Le gouvernement aujourd'hui ne s'est pas révolté contre la MONUSCO parce qu'il y a insécurité à l'Est. Ce sont les faits qui se sont déroulés il y a 3 jours, 4 jours, ou sinon des semaines, qui a révolté la population. Pourquoi? Parce que la MONUSCO a tiré sur les pauvres citoyens. Ça n'avait rien à voir avec l'insécurité. Et si aujourd'hui, on veut prendre la MONUSCO comme bouc émissaire de l'insécurité à l'Est, ce serait vraiment un porte-à-faux, un tableau très sombre. C'est vraiment dans les antipodes. La MONUSCO n'a rien à voir parce que déjà en 2013, pour organiser notre armée, on n'a pas besoin de la MONUSCO.
Aujourd'hui, le docteur Mukwege l'a si bien demandé pour organiser l'armée, mettre plus de moyens de l'armée. On parle de l'explosion des recettes dans les régies financières. C'est là, mon ami, vous l'avez publicité comme celui qui maîtrise bien les chiffres. On en parle matin, midi, soir, l'explosion dans les régies financières. Qu'est-ce qui nous manque pour aujourd'hui? Doter plus de moyens à notre armée au lieu de prendre la MONUSCO comme bouc émissaire. Ça j'aimerais bien les rappeler. Après, il faudrait aussi dire, aujourd'hui, il y a ces rapports des experts qui viennent d'arriver. Il faut voir les contextes. Parce que les faits dont on a fait allusion dans ces rapports datent de plus de 2 ans passés. On a fait allusion à des actes qui se sont déroulés beaucoup d'années antérieurement. Mais pourquoi pas, depuis tous ces temps, les experts sont toujours là. Non, ils ont fait aussi mention du présent. La majorité des activités dont on parle ici, la collaboration du Rwanda et des M23, date des années antérieures. J'aimerais ici dire pourquoi. Aujourd'hui, la RDC s'engage dans un schéma d'accélérer les retraits de la MONUSCO. Aujourd'hui, on vous pond un rapport des experts. Ça veut dire, de notre côté, la diplomatie va dire quoi? Ben, ça y est, nous sommes bâtis. Aujourd'hui, les Nations Unies reconnaissent que c'est le Rwanda. Et puis, bref, c'est fini. Mais regardez là où les bas blessent. C'est ça. J'aimerais bien qu'on puisse... Quelle sera la conséquence de ces rapports-là? Je vais en venir. Mais regardez là où les bas blessent, chers amis. Nous parlons ici du Rwanda. Déjà, la RDC est convaincue à 100%, tout le monde l'a dit, que c'est le Rwanda qui soutient les M23 pour nous agresser. On garde Vincent Karega. Aujourd'hui, la MONUSCO tire sur la population. On est précipité à chasser les porte-paroles de la MONUSCO. C'est comme si ça allait apporter du sang tout neuf dans ce qu'on vit dans la partie est de la République. Pourquoi on ne garde pas? Martin Fayoulou a demandé qu'on expulse aussi Vincent Karega. Donc aujourd'hui, si les Congolais, c'est pourquoi j'ai dit sur d'autres plateaux qu'on a quand même aussi instrumentalisé la population. Aujourd'hui, on fait croire à notre peuple que c'est la MONUSCO qui est le bouc émissaire, lui qui est le porte-malheur de la partie Est. On oublie le Rwanda dont on a crié ici, matin, midi, soir, que c'était lui le vrai agresseur. Pourquoi on garde les relations normalement avec le Rwanda, mais on préfère détruire les relations de ceux qui sont venus premièrement. D'ailleurs, s'il ne faudrait pas, je ne suis pas politique pour en parler, mais le gouvernement qui est actuellement en place, ce régime ici, c'est lui qui a prolongé les mandats, a ajouté 2 ans à la MONUSCO. Normalement, ça devait prendre fin en 2022. On a ajouté 2 ans. Pourquoi? À l'époque, ils avaient estimé qu'en passant par la MONUSCO, on pouvait avoir un appui pour éradiquer les groupes rebelles. Je crois que le mandat s'ajoute... c'est le Conseil de sécurité qui ajoute le mandat. Avec le Conseil de sécurité. Mais aussi avec la vie de la République démocratique. Non, ne nous trompons pas. Aujourd'hui, vous parlez de la vie. Pourquoi la RDC demande? Si seulement la RDC sait que notre voix ne compte pas. Pourquoi on demande aujourd'hui, on veut à tout prix expulser les porte-parole de la MONUSCO si seulement notre voix ne compte pas? Oh là 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 là, c'est une... Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, réfléchissons. Ne soyons pas... Je ne suis pas dans les textes. Moi, je parle des faits. C'est vous qui avez la parole. Si seulement aujourd'hui, la voix de la République démocratique du Congo ne compte pas, ce serait peine perdue de le demander. Parce qu'il ne partira pas. Parce que ça ne dépend pas de nous. C'est comme on l'a fait avec le Rwanda. On a beau crier. Mais qu'est-ce que l'on obtient en retour? La MONUSCO et la personne du porte-parole, c'est pas la même chose. La MONUSCO est une structure. Écoutez, donne-moi une minute. On n'a pas demandé à la mission onusienne de dégager définitivement. Cette décision n'est pas encore revenue. Attendez. Mais on a demandé à la personne de Mathieu Liam, qui est le porte-parole de la MONUSCO et d'ailleurs qui était en congé à France. La décision du ministre des Affaires étrangères de la RDC est sortie pendant qu'il était déjà en congé à France. Donc la mission reste, malgré la procédure, l'accélération de la procédure. Selon votre réflexion, on va réagir, c'est la démocratie. Selon votre réflexion sur ces plateaux, vous voulez dire l'effet pour la RDC de demander l'expulsion du porte-parole n'entache pas aux relations entre la RDC et la MONUSCO. C'est grave ça. J'ai vu les communiqués. Vous voulez dire qu'on l'expulse étant un individu simple? Mais non. Le communiqué de la MONUSCO en rapport avec cette expulsion, la MONUSCO a dit ceci. La MONUSCO a profondément regretté l'expulsion de son porte-parole et la décision du gouvernement congolais. Mais toutefois, la MONUSCO reste disponible et accompagner la RDC dans le processus de métier de paix. Ça, c'était la réaction de la MONUSCO. Allez-y.
D'ADF va faire perdre les fils d'idées. Je continue mon argumentaire. Oui, j'aimerais ici... Il fallait apporter quelques précisions pour éviter un peu de confusion. Revenons ici, mon confrère a parlé de la mission d'observation, la MONUSCO et tout, et autres comme il voulait lire celui du politicien ici, Franck Diom. Oui. Moi ici, j'aimerais dire ceci. Ça veut dire aujourd'hui, moi j'ai comme l'impression que selon que les intérêts des politiques varient, selon qu'on conduit les pays. Parce que c'est le même cas. On a vu ça avec l'IDPS à l'opposition. Lorsque Kabila voulait rompre les relations avec l'appui de la MONUSCO ici en RDC, l'opposition à l'époque était était vraiment dans les antipodes avec l'idée du gouvernement à l'époque. Ils étaient non, il faudrait laisser la MONUSCO, c'est eux qui nous protègent, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous avons les opposants d'hier qui sont aujourd'hui à la baguette. Ils veulent rompre. Ça veut dire qu'on sollicite aujourd'hui, en tout cas tout le monde le veut, qu'on accélère ces processus-là de retrait de la MONUSCO. Mais aujourd'hui, nous avons les opposants qui vont se lever pour dire, niet, carrément, il faut les garder. Mais finalement, allons-nous continuer avec ces cycles-là perpétuels? Parce qu'on a vu les images des amis qui sont arrivés sur place sur le terrain. J'étais avec un ami qui était sur place, qui nous dit qu'aujourd'hui, la population réclame. C'est comme si, semblerait, selon la population sur place, que c'est d'ailleurs la MONUSCO qui joue, qui tire derrière notre dos. C'est lui qui donne les informations. Parce qu'à chaque fois, dans une ville, lorsque la MONUSCO passe par là, après, il y a des massacres qui viennent. Ça veut dire si aujourd'hui la MONUSCO est à Kassindi, après son départ, vous allez voir les M23 vont arriver, ils vont massacrer, et puis c'est fini. Quid, ici pour terminer, j'aimerais ici poser la question. On a les assignations avec la mission de la MONUSCO. Pour moi, j'estime qu'en lieu et place d'instrumentaliser la population, d'aller faire tous ces bruits qu'on a fait, les gouvernements ont les pleins droits de se remettre autour d'une table avec les experts et créer même un panel avec la République démocratique du Congo pour voir les assignations de cette mission. À combien de pourcents a-t-on exécuté, j'allais dire, ces assignations? Si l'on estime que ces assignations ne sont pas atteintes et qu'on estime au niveau du gouvernement, au lieu de se contenter des pertes en vies humaines qu'on est en train de constater chaque jour, le gouvernement pouvait épargner la population de ces bains de sang, lui-même prendre ses responsabilités en main et voir comment aller jusqu'à accélérer les retraits progressifs de la MONUSCO. Vous avez vu que vous avez eu le même temps d'antenne que les autres. Merci. D'abord, il faut me dire merci pour ça. Doudou, je voudrais que vous puissiez commenter un peu, toujours dans, dans la même thématique. Vous allez réagir, mais je voudrais qu'on commente un peu la position du docteur Mukige, qui a dit, pour lui, il estime qu'on ne peut pas continuer, on ne peut pas rester toujours là en train d'espérer, en train d'avoir toujours foi à l'aide externe, et puis à la place d'organiser notre propre armée. Vous avez suivi, Ben l'a dit, on a le régie financière qui font entrer beaucoup d'argent, il y a des chiffres qui augmentent. Est-ce qu'on ne peut pas prendre tous ces moyens-là et mettre au sein de notre armée, réformer l'armée comme il faut, pour que notre armée puisse faire face aux agressions dont nous sommes victimes chaque jour? Merci beaucoup. Vous savez, c'est intéressant lorsqu'on est dans un débat comme ça, et surtout lorsqu'on vient faire le débat avec les scientifiques. Mon ami en face a failli peut-être tomber, mais heureusement il s'est relevé à la dernière minute. Vous parlez de Ben? Oui, Ben apparaissait comme un donneur de leçons, comme quelqu'un qui maîtrise mieux la situation. Et j'ai compris même, il a commencé à vouloir confondre ce qui se passe à l'Est, en disant non, il faut dissocier la diplomatie, la guerre à l'Est et nos rapports avec la MONUSCO. C'est comme si elle ne sait pas que la MONUSCO est là, c'est pour la paix. Et notre diplomatie doit s'impliquer pour arrêter la guerre. C'est-à-dire que lui ne sait pas que ça marche. C'est dans une même tasse que nous faisons. Nous sommes en train de tourner pour trouver la paix. Tout ce que vous voyez là, les combats diplomatiques, l'armée et tout, c'est pour chercher la paix. On ne cherche pas autre chose. Donc ça doit marcher de pair et ça ne faut pas dissocier. Autre chose, il vient de dire non, la population, depuis longtemps, la population dénonçait, peut-être ce sont ces derniers propos, la population dénonçait que la MONUSCO fait ceci, la MONUSCO amène, mais c'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons, alors qu'au début, ils voulaient nous montrer comme si nous voulons semer une confusion entre la MONUSCO, ça n'a rien à voir. Ce que nous disons, ces gens-là sont ici pour nous aider. Personne n'a dit qu'on responsabilise la MONUSCO, la gestion de la République. Personne n'a dit cela. Et vous savez très bien que moi, je suis toujours hostile au comportement de notre gouvernement. Mais je vous dis, dans ce dossier, Joseph Kabila le disait,
Les rassemblements à l'époque, dirigés par Papa Tshisekedi, étaient contre le départ de la MONUSCO. Félix Tshisekedi a réitéré la même chose. Ils n'ont jamais accepté le départ de la MONUSCO. À l'époque, les propos c'était, même nous autres, on disait non, mais on veut tricher les élections. C'est pour des fraudes, on va organiser des fraudes, c'est pourquoi on chasse la MONUSCO. Non, vous savez, vous me rappelez quelque chose. Voilà. Très souvent, quand il y avait des manifestations où on réprimait les opposants, je comprends, où on réprimait souvent les opposants, la MONUSCO venait avec ses véhicules, voilà. Où les opposants qui ont tendance à aller se cacher dans les ambassades de la MONUSCO. Donc, s'ils ne sont pas en mesure d'assurer la sécurité à l'Est, vous pensez qu'ils seront là seulement pour vous garder dans leur ambassade quand vous faites n'importe quoi ici? Non. La première édition ici, je vous avais dit que nous avons rendu ces gens-là célèbres parce que lorsque vous commettez même une infraction des droits communs, vous fouillez à la MONUSCO. Et ils sont devenus comme un endroit où on protège tous les criminels. Vous insultez les chefs de l'État, on ne peut pas vous appeler. Si vous appelle, les matins, vous êtes à la MONUSCO. Non, mais est-ce que c'est ça l'objectif de la MONUSCO? Mais c'est nous connaissons très bien la MONUSCO, la mission de cette organisation. Nous avons rendu ces gens-là célèbres alors qu'ils sont inutiles. Dans quel pays au monde où ces gens-là ont imposé la paix? Dis-moi dans quel pays. Si nous étions forts, si c'était MONUSCO, les Nations Unies étaient, sincèrement, excusez-moi de vous le dire, s'ils étaient forts, ils allaient mettre fin à ce que Poutine fait. Personne ne peut oser. Personne ne peut oser, c'est seulement dans des pays faibles comme nous qu'on envoie des aventuriers comme ça pour venir engrosser nos jeunes filles. Non, ce pas des aventuriers, il faut retirer. Non, je ne retire pas. Ce sont des aventuriers. Nous avons vu ces gens vendre les minerais dans les véhicules de la MONUSCO. Qui n'a pas vu ça? Ils ont démenti. Non, mais arrêtez. C'est pour autant vous dire quoi? Je voudrais revenir sur ce dossier. La République démocratique Congo ne peut pas se réjouir. Et même le docteur Mukwege, ce qu'il dit aujourd'hui, c'est ce que nous disons tous les jours. La paix ne viendra ni de l'Occident, ni de l'Orient. Nous devons l'imposer nous-mêmes, nous Congolais. Nous avons vu ici avec Joseph Kabila. Kabila à l'époque, nous avons vu comment il se battait. C'est la même chose que je vois le président Félix aujourd'hui, se battre pour chercher la paix de gauche à droite. Donc si nous ne prenons pas conscience, je vous avais dit la dernière fois, qu'il y a 3 niveaux que nous devons préparer et bouter ces voyous dehors. D'abord la communication. Lorsque vous avez un ministre de la communication qui vous dit ce qu'il pense, il contourne la réalité. On ne peut pas dire la vérité parce que tout simplement il faut protéger des relations. Lorsque vous avez une armée qui peut-être, jusqu'à preuve du contraire, les informations que nous avons, nous ne sommes pas assez équipés. Mais au moins on est équipés parce qu'on n'a pas récupéré toute la République. C'est qu'on se bat. Jusque-là, nous avons une force. Et vous avez autre chose, la population n'est pas avec nous. Pour quelle raison? Parce que nous n'avons pas un bon discours. Il y a des généraux que la population a dénoncés qui doivent quitter l'Est. C'est un élément important. On vous dit que ce gaillard ici, c'est un général, mais il est devenu comme un chef coutumier. Nous connaissons qu'il y a des généraux, on vous dit que ce sont des rapports. Je vous dis, ce sont des rapports, ce n'est pas moi qui dis. Parce qu'après, vous allez m'envoyer une plainte pour dire non, où est-ce que vous avez vu les généraux, comme vous le faites avec Kabound aujourd'hui. Non, vous avez vu, il y a des minéraux, il y a des ceci. C'est la même chose. Mais je vous dis, nous savons, on nous dit, même Mbosso l'a dit, l'a dit qu'il y a des députés collègues, il y a des députés ici qui sont dans les groupes armés. C'est la même chose qu'on nous dit qu'il y a des généraux qui entretiennent les groupes armés. Et la population dénonce. Est-ce qu'on a fait déjà des permutations? Non, c'est entre nous, je vous dis, donc c'est pour autant vous dire, j'ai fini, que dans cette République, si nous sommes sérieux, la meilleure des choses à faire maintenant, c'est de faire partir ces gens qui sont venus engrosser nos jeunes filles et vendre les minéraux. Il faut les écarter. La MONUSCO reste notre partenaire. Non, je vous parle de la MONUSCO. La MONUSCO, c'est une mission, c'est une organisation qu'on a envoyée. On parle du personnel de la MONUSCO. S'il vous plaît, on peut faire partir ces groupes de gaillards et nous amener d'autres personnes avec une autre mission. On n'a pas refusé les Nations Unies. Nous sommes pas membres. Peut-être qu'on change le personnel. Non, pas nécessairement. On change des noms, même les personnels. Mais rien ne change. Nous avons besoin. On a commencé par Monique. On a changé autant de lois. Nous avons besoin qu'on retire d'abord qu'ils partent. D'abord. Après, nous allons voir comment nous organiser. Sincèrement, nous sommes prêts à le faire. C'est votre position. Et c'est la position de la République, si nous sommes sincères. Désiré, vous avez parlé de Patrick Mouyaya. Le ministre de la Communication gérait la communication des gouvernements. Ce n'est pas une petite affaire. Il faut communiquer avec toute sagesse et aussi avec réserve parce que la parole de quelqu'un qui représente un gouvernement peut embarrasser tout un monde.
Voilà pourquoi Patrick Mouya est en train de gérer la communication avec beaucoup de maturité. Il n'est pas dans les divagations, dans les attaques pour créer des tensions. Je vais vous rappeler un fait. Les commandants de la police qui demandent aux éléments de prendre les armes et à la population, il nous écrit que ce monsieur est rappelé à Kinshasa pour être sanctionné. Ça c'est pour moraliser ou bien démoraliser? En tant que porte-parole du gouvernement, il fallait dire qu'on va sanctionner le monsieur. Et dans les réseaux sociaux, des propos qui peuvent envenimer la situation. Et personne ne l'a demandé, mais il faut parler avec, il faut parler avec précision. Il faut toujours calmer la situation. Désiré, il doit communiquer. Qu'est-ce que ce rapport va changer? Est-ce que la RDC doit rester dans la logique d'attendre que l'Occident, la communauté internationale vienne nous aider? Est-ce que nous n'avons plus d'autres recettes que de rester là et attendre que la communauté internationale nous vienne en aide, comme qui attendait le retour de Jésus-Christ? Bon, d'abord il faut dire que depuis que l'ONU est là, depuis une vingtaine d'années, la MONUSCO plutôt, elle n'a absolument rien fait. Là, nous sommes d'accord sur ce plateau. S'il y a une sorte de prouesse en termes de la mission qui a été confiée à la MONUSCO, que l'un des colocataires ici puisse nous le citer, c'est que la MONUSCO a fait par rapport à la mission qui lui a été confiée. Mais si tous nous sommes d'accord que la MONUSCO n'a rien fait, pourquoi elle reste depuis 22 ans, 23 ans? Si elle n'a absolument rien fait. La MONUSCO n'est pas venue en République démocratique du Congo pour faire la politique. Malheureusement, c'est nous qui lui donnons ce pouvoir-là, de participer à notre cuisine interne. Et c'est ce qui met une sorte de confusion lorsqu'on relate le bilan de la MONUSCO. On dit voilà, la MONUSCO a accompagné les équipements en matière électorale en 2006. On a toujours utilisé les hélicoptères de la MONUSCO. Faut pas oublier. Nous n'avions jamais dit parce que après le départ précipité de la MONUSCO, vous allez nous dire que Joseph Kabila a organisé les élections sans les hélicoptères de la MONUSCO. La logistique de la MONUSCO, nous avions dit que nous avons mis nos véhicules, les véhicules des militaires. Je vous dis ceci. Allez-y, Désiré. La MONUSCO aussi nous a aidé. Parce que la crainte qu'on a aujourd'hui, c'est après le départ précipité de la MONUSCO qu'on arrive à nous dire qu'on n'est pas en mesure d'organiser les élections. Pourquoi? Parce que c'est la logistique qui pose problème. On ne sait pas cheminer la logistique. Mais Francis, cette même classe politique qui soutient que la MONUSCO reste, réfléchissons de manière logique. Tous les 3 processus électoraux que nous avons eus, 2006, 2011 et 2019, ont été critiqués. D'abord, le processus préélectoral, électoral et post-électoral par l'opposition. Nous avons critiqué tous ces processus. Alors, si la MONUSCO avait activement participé à ce processus et qu'il avait fourni un bon travail par rapport à ça, pourquoi Martin Fayulu continue de décrier les élections de 2018? Pourquoi Papa Etienne Tshisekedi avait décrié les élections de 2011 et pourquoi Jean-Pierre Bemba avait refuté les élections de 2006? Ce qui veut dire que même dans ce que la MONUSCO revendique avoir fait quelque chose de mieux, au fond, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais nous n'attendons pas la MONUSCO à ça. Parce que ce que vous avez dit est très important. Il y a un rapport. Mais ce rapport-là, nous attendons la réaction du Conseil de sécurité. Parce que jusque-là, le Conseil de sécurité ne s'est pas encore exprimé. Parce que le gouvernement congolais a demandé au Conseil de sanctionner de manière sévère. Mais c'est là où nous devons prendre nos responsabilités. Pourquoi, Francis? J'ai entendu que nous étions soumis à un régime de notification. Et vous savez ce que ça veut dire? Le régime de notification veut dire que chaque fois que nous avons besoin d'acquérir des armes, nous devons fournir une demande au Conseil de sécurité par une commission qui examine s'il est opportun ou nécessaire de nous doter de ces armes pendant que nous sommes en une situation d'insécurité. C'est ce que ça veut dire. Et curieusement, il y a une dame là qui rigole au niveau du Conseil de sécurité et qui dit, bon écoutez, nous n'avons pas de matériel assez sophistiqué comme le M23. Mais aujourd'hui, cette mission reconnaît quand même que c'est le Rwanda. Ce qui veut dire que cet arsenal militaire que détient le mouvement du 23 mars appartiendrait au Rwanda. Mais en ce même moment, le Conseil de sécurité de l'ONU nous oblige, nous, à passer par une notification préalable avant d'avoir les... Et vous savez, en matière de défense et sécurité, ce qui compte beaucoup plus, c'est l'arsenal militaire. L'arsenal militaire, parce que qu'est-ce qu'on a toujours dit?
moi la mouke à Simbi Munduki, que ce soit un petit enfant, que ce soit qui, même dans votre maison, s'il y a des criminels qui viennent dehors et qu'ils attendent que vous avez une arme à l'intérieur, ils vont se poser la question 2 fois avant d'entrer. Mais le problème c'est quoi? Regardez les schémas. C'est-à-dire sur le plan de l'acquisition de matériel d'armement, on nous a faiblis. Et entre-temps, il y a des opérations militaires qui sont lancées contre nous et on nous demande de nous prendre en charge. On nous demande de nous prendre en charge avec des coups de poing ou on nous demande de nous prendre en charge avec de regard. Parce que c'est là, parce que, attendez, moi mon problème c'est la classe politique. Lorsque le Conseil de sécurité a prolongé les sanctions contre la RDC, nous mettons sous un régime d'embargo camouflé. C'est comme ça que moi je l'ai appelé. Embargo camouflé parce qu'on ne veut pas dire clairement la RDC est en embargo, elle ne peut pas acheter des armes, mais on dit régime de notification. Aucune frange de l'opposition de la RDC n'a levé la voix pour condamner cela. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils auront besoin du pouvoir et ils auront besoin de cette communauté internationale-là. Merci. Ils auront besoin de la MONUSCO. Donc Merci. pour le moment, nous devons nous prendre en charge. La MONUSCO n'a absolument rien fait. Merci. Nous Merci, devons Désiré. lever l'embargo contre la RDC pour nous permettre de nous défendre. Sans armes, on ne peut pas nous défendre. Ben KMB, c'est toujours en rapport avec la situation sécuritaire à l'Est. Comment expliquer que le gouvernement congolais s'empresse à se débarrasser de la MONUSCO, mais on laisse l'armée ougandaise qui a d'ailleurs occasionné, qui a permis aux troupes du M23 d'entrer par leurs frontières, et puis cette armée-là est en collaboration avec l'armée congolaise depuis un temps. Il y a eu des accords qui ont été signés, mais est-ce que à la place de se débarrasser de manière précipitée avec la MONUSCO, pourquoi ne pas d'abord tirer au clair les relations entre ces gens-là avec notre armée? Ça, c'est de un. Et de deux, par rapport à ce que Désiré disait, vous ne ressentez pas qu'il y a un complot au niveau international contre la République démocratique du Congo? On vous a dit tout à l'heure là que nous sommes soumis à un régime de notification où quand on a un besoin d'armement, on doit faire un état de besoin et présenter au niveau international pour qu'on nous accorde. Vous ne sentez pas qu'il y a un complot au niveau international contre la RDC? Et ça sera vos derniers mots parce qu'on est arrivé pratiquement à la fin de l'émission. Oh là là, on ne parlera pas de deuxième thématique. Allez, on n'a pas tout le temps. Vous savez que c'est un programme. Ça va être compliqué, mais je vais quand même placer un mot. Vous savez, je suis quand même d'accord avec mon confrère de gauche lorsqu'il parle d'un complot international. Mais moi, je me dis, face à un complot, à ce niveau-là, il y a que la diplomatie pour nous aider à nous en sortir. Pourquoi je dis cela? Je vais argumenter. Aujourd'hui, moi, je trouve l'embargo dont mon confrère parle ici, je me dis, en quelque sorte, c'est notre diplomatie qui a failli. Pourquoi? L'ami l'a si bien dit qu'aujourd'hui, la RDC fait les yeux doux à ceux qui vont peut-être les ramener encore au pouvoir, ou sinon les Occidentaux qui doivent encore les accompagner pour avoir un second mandat. Non, mon cher ami, j'ai une précision, je n'ai pas dit ça. J'ai parlé de la classe politique et je n'ai pas parlé du pouvoir en place. Pour parler du second mandat, j'ai parlé de manière générale, que ce soit l'opposition, la majorité, ceux qui pensent qu'ils ne peuvent avoir besoin du pouvoir qu'en passant par la MONUSCO. Je vous le que ce soit ceux qui veulent accéder au pouvoir ou ceux qui veulent prolonger le pouvoir. Je vous le concède, cher ami. Vous avez la parole. Pourquoi j'ai dit ceci? Vous savez, aujourd'hui, la RDC, lorsqu'on a voté ces régimes d'embargo, lorsque ça a été débattu au Conseil des Nations Unies, on avait la possibilité aujourd'hui, la Chine était représentée, la Russie était représentée, mais aujourd'hui, on n'a pas de bonnes relations diplomatiques avec la Chine et la Russie. Nous sommes tournés vers les États-Unis, on parle d'un partenariat privilégié et tout ça. Mais aujourd'hui, les mêmes États-Unis, au nord des pays soi-disant anglophones, il y a l'anglais, la Grande-Bretagne et autres, ils sont en collaboration parfaite avec les pays voisins qui nous tourmentent matin, midi, soir. Notamment le Rwanda. Avec l'Ouganda et autres. Parce que ces pays-là ne peuvent pas nous malmener s'ils n'ont pas l'appui international. Parce que je n'ai jamais entendu parler, je n'ai jamais entendu les pays anglophones internationaux parler d'un partenariat privilégié avec les Rwandais. On entend souvent parler, on voit comment on nous fait les yeux doux, les Occidentaux les font en RDC. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai eu l'occasion de poser une question à l'occasion de nos points de presse, tout ça, j'ai demandé à un diplomate ici en République démocratique du Congo
Pourquoi quand la RDC parle, c'est comme si les Occidentaux font semblant d'écouter? Il va me rétorquer pour dire, on est avec des confrères, il va nous dire, ben, vous savez, ces gens-là, lorsqu'ils collaborent avec des pays, ils prennent des pays pour des administrations. Vous savez, les pays comme le Rwanda, il n'y a qu'un seul président. Lorsque vous collaborez, tout est fin carré. Au Rwanda, il n'y a pas des gens qui osent lever les tons contre Paul Kagame. C'est un pays bien organisé, bien assis. Les Occidentaux trouvent ces pays plus faciles en termes de collaboration que la République démocratique du Congo, où dans un seul pays, les intérêts peuvent être très divergents jusqu'au point où les mêmes ressortissants, dans un même pays, il y a des gens qui mènent les lobbying contre même le gouvernement. Vous allez vous retrouver un certain matin, c'est Franck Dion qui vous dit, il y a un opposant qui va aux États-Unis, il va dire, ces messieurs-là ne vous donnent pas les matières premières en bon état, ils ne collaborent pas bien avec vous, amenez-moi au pouvoir, je vais voir comment vous aurez plus de pourcentages en termes de revenus de ceci ou de cela. On trouve que c'est un pays très désorganisé. Donc la dictature de Kagame au Rwanda, c'est au profit des Occidentaux. Effectivement, on collabore facilement avec le Rwanda qu'avec la RDC. Pour chuter, cher ami, aujourd'hui, si la RDC pouvait un tout petit peu avoir une diplomatie, parce qu'aujourd'hui, même la Russie, lorsqu'il envahit l'Ukraine, il a toujours des discours. Il vous dit d'un autre part, je suis d'accord, je vais aller aux négociations. Il va aujourd'hui le matin en négociation, mais le soir il tire. Ça veut dire ils ont des façons d'aller avec les choses. Si ça ne marche pas à gauche, on va à droite. Mais la RDC aussi pouvait diversifier sa diplomatie. Aujourd'hui, si on pouvait mener un lobbying avec la Russie a un droit de veto. Carrément, s'il disait non à cette résolution, on allait avoir la possibilité de lever l'embargo. De la même façon avec la Chine. Mais aujourd'hui, on a presque chassé les Chinois aujourd'hui. Avec la Russie et les États-Unis, ça ne marche pas. Nous, on nous a poussé de voter au nom de la diplomatie, les partenariats privilégiés. On a voté contre la Russie lorsqu'elle a envahi l'Ukraine. Je ne vois pas aujourd'hui comment la Russie peut encore revenir vers nous pour soutenir la RDC. La RDC a demandé même l'aide. Je ne sais pas à quel niveau l'évaluation de l'aide sollicitée par la RDC s'est située à ce moment ici. Connaissant la diplomatie russe, ils sont très jaloux ces gens-là. Je ne vois pas comment ces gens-là peuvent revenir pour soutenir la RDC. Pourtant, la RDC a été contre eux lorsqu'on votait. Vous n'avez pas abordé la deuxième question par rapport à le retrait précipité de la MONUSCO pendant qu'on continue à garder sur notre territoire le soldat burundais qui sont là, Ougandais plutôt qui sont là sur notre territoire et pourtant ils sont en collaboration avec d'autres forces. Je l'ai dit ici au début, comment aujourd'hui on a l'impression de croire que la MONUSCO a fait plus de mal à la République démocratique du Congo que ses deux voisins qui sont juste à côté. La même énergie qu'on dépense pour expliquer les porte-paroles, je pense que ça devait être la même énergie pour expliquer aussi l'ambassadeur rwandais qui est ici, voir comment résilier le contrat avec ces armées qui sont venues pour soutenir la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Nous tendons vers la fin. Mais malheureusement, je vais demander au DG comme l'impression qu'on a assez de temps pour analyser. Malheureusement, nous tendons vers la fin. Doudou, oui. Vous aurez quelques secondes, 2 ou 3, pour donner votre conclusion par rapport à cette thématique. Merci beaucoup. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, je ne dis pas qu'ils ont trompé le président de la République, mais Félix Tshisekedi n'est pas le produit de l'Union européenne, ni des États-Unis. Parce que nous avons vu ici, dans notre pays, les gens être soutenus avec des smartphones. Rappelez-vous des 45 000 téléphones ou 40 000 téléphones distribués. N'oublions pas cela. Oui, oui. Vous voulez tellement revenir dans... Non, c'est pour vous rappeler vous rappelez des choses de l'autre. S'il vous plaît. La vérité, c'est cela. Ces régimes ici, on ne finit pas. Je vous dis, la vérité, c'est cela. Malheureusement, que je n'ai pas compris comment le président de la République s'est attaché à l'Union européenne et aux Américains. Alors qu'il avait trouvé déjà sur la table les Chinois et les Russes qui collaboraient très bien avec Joseph Kabila. Et peut-être je ne suis pas dans les secrets, je connais absolument rien dans ce sens-là. Mais sinon, les informations que nous avons, c'est que si le peu que nous avons comme armement aujourd'hui, c'est grâce à Kabila avec ses coopérations. Mais aujourd'hui, on s'est pratiquement livré aux Nations Unies qui nous freinent. Vous allez m'excuser, chaque fois que je considère ces gens-là comme des aventuriers, vous dites non, vous allez très loin. Nulle part où vous verrez des Américains aider un État
en place, et si ce n'est pas tout simplement, ils ont trouvé qu'ils ont des intérêts à protéger. La Libye, rappelez-vous, la Libye de Kadhafi, un pays stable. La dictature de Kadhafi, les gens se retrouvaient mieux qu'en Europe. Mais on a détruit cette dictature parce qu'ils ont vu qu'ils n'avaient plus des intérêts. Mais la dictature de Kagame, aujourd'hui, mon ami vient de nous révéler quelque chose. C'est-à-dire que la protection que vous voyez, si aujourd'hui vous trouvez Kagame continue, c'est une dictature saluable ou saluée par les Occidentaux. Les Rwandais n'ont qu'une fenêtre pour l'entrée en RDC. C'est pour cette raison. On va vous dire non, vous ne savez pas négocier. D'ailleurs, même ce qu'il a dit, non, parce qu'il y a nous ne sommes pas unis. Les diplomates là, il faut dire à ces diplomates que lui aussi n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux parce que comment vous voulez négocier avec un voleur, un voyou, au lieu de passer directement rencontrer le propriétaire? C'est très facile de le faire. Vous venez, nous allons bien négocier. Nous venons de lancer les appels d'offres, je pense, sur le 27 bloc pétrolier. Mais pourquoi ils ne viennent pas? Et on instrumentalise quelques ONG. C'est pour autant vous dire. Ça va détruire l'écosystème. Ils vont, ça va polluer le climat. Non. Et tout. Il faut que la RDC comme propriété. On n'est plus à l'état colonial, mesdames et messieurs. Non, mais c'est parce que ça, c'est une responsabilité de nos autorités. Donc, le président de la République doit rompre avec ces collective aussi. Cette conscience politique que ça va nous pousser à la révolution et chasser les pouvoirs en place. Non. Malheureusement, nous ne voulons pas. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous appelez conscience collective? Non, ça dit quoi? Pour que nous soyons aussi c'est notre voix, on manifeste contre la MONUSCO. Ces voyous rentrent du Rwanda, de l'Ouganda, ils tirent sur les Congolais. Comment vous voulez qu'on ait cette conscience? Et vous avez suivi les porte-parole du gouvernement. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, on a condamné. Mais vous savez, le gouvernement congolais, par la voie officielle, a condamné cet acte. D'ailleurs, on a parlé d'une folie meurtrière. Ce jour-là, il y a eu combien de morts du côté de la MONUSCO? C'est-à-dire que c'est comme si on n'avait pas de militaires. Mais nos militaires sont là. Et un gaillard qui vient avec son arme. Et il commence à tirer sur votre population. Et même j'ai vu un commandant, je ne sais pas si c'est un major ou un colonel blessé, mais est-ce que lui n'avait pas d'armes? Il n'avait pas des engins de sécurité pour tirer aussi à c'est pour ça qu'on doit réformer le système de sécurité. J'ai fini en disant, je n'appelle pas à la révolution, mais la meilleure des choses à faire, nous devons nous organiser à l'interne. Si les chefs de l'État pensent que nous aurons quelque chose des États-Unis et de l'Union européenne, on finira peut-être un jour à voir une partie de la République partir comme ça parce que c'est déjà un plan. C'est très bien planifié. Lorsque Lumumba parlait de la balkanisation, tout le monde connaît cela. Et la meilleure des choses à faire, vous avez parlé de la conscience collective. Il ne faut pas appeler à Fayoulou d'accepter facilement cela. N'appelle pas à Diongo d'accepter. N'appelle pas, je ne sais pas qui sont des opposants actuellement, même si on fabrique des opposants tous les jours dans ces pays. Mais sinon, ce sont des gens qui ont besoin d'accéder et montrer que non, Félix n'a pas réussi. C'est la même chose que Félix faisait hier avec Joseph Kabila. Dans le pays, il n'y a pas de critères pour devenir opposant. Non, c'est tout simplement on se réveille comme ça, on devient opposant. Il suffit seulement qu'on ne soit pas dans le système. Non, vous insultez les chefs, vous insultez les gouvernements, on vous appelle opposant. Alors que nous savons qu'il y a beaucoup de mécontents et de frustrés. Je tiens à dire au peuple congolais que nous devons nous organiser maintenant. On n'appelle pas à la révolution, mais nous devons nous organiser. Et si les autorités commencent à faire aussi on peut les considérer comme des complices. Nous devons nous prendre en charge. Et se prendre en charge, ça ne signifie pas seulement faire ce que les gens pensent, mais nous devons nous imposer. La seule façon de se prendre en charge contre les autorités inefficaces, c'est d'attendre les élections. Non, je n'ai pas dit qu'on n'ira pas aux élections. Nous aurons les élections, mais pour le moment, nous devons accompagner les autorités. Mais si on les considère comme des complices, je n'ai pas dit le contraire, nous devons nous prendre en charge. Mais pourquoi pas en 2023, même pendant les élections ou autre chose. Voilà, c'est que la Constitution demande. La meilleure façon de se prendre en charge, c'est de le discipliner aux urnes. Et surtout que l'article 64 de la Constitution nous donne une possibilité. Votre conclusion. Bon, vous savez, moi, je pense que le problème, ce n'est pas celui qui dirige. Je me répète. Le problème de la République démocratique du Congo, ce n'est ni celui qui est à la tête, ni celui qui est au pied, mais ce sont ses richesses. Que ce soit mon grand frère qui deviendrait président demain, que ce soit moi Désiré, président de la République, nous serons perçus par la communauté internationale de la même manière. C'est là où je suis toujours d'accord avec Lambert Mende sur ce sens du nationalisme. Notre classe politique n'est pas nationaliste. Et on ne peut pas accéder à un développement fort d'une nation si on n'est pas d'abord d'accord sur les fondamentaux. Les fondamentaux, ce sont
nos questions liées à la manière d'accéder au pouvoir, à l'intégrité de notre territoire et à la manière dont nous devons gérer notre pays. Malheureusement, nous avons nous-mêmes été infiltrés par une organisation que nous avons appelée. Parce que la MONUSCO, c'est en 98 que nous avons lancé cet appel-là pour que la MONUC puisse venir. Et cette organisation devient une organisation qui nous infiltre, ou même au niveau de la classe politique. Et qu'est-ce que j'ai dit? Le problème, ce n'est ni le Rwanda ni l'Ouganda. Je l'ai toujours dit. Les deux pays ne sont que des utilisés. L'utilisateur est connu aujourd'hui. Et les utilisés, aujourd'hui, même si vous attaquez aux utilisés, aussi longtemps que l'utilisateur reste dans sa position de force, nous n'aurons absolument rien. Quand vous faites des analyses sérieuses, vous comprendrez que ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas l'Ouganda. Les deux pays sont tout simplement utilisés pour faire du mal à la République démocratique du Congo. Vous savez, la politique étrangère des États-Unis et de l'Europe, c'est de maintenir des hommes forts et de faire des États faibles. C'est comme ça que vous verrez, je finis par là, Francis. Allez-y, vous verrez Mobutu très fort pendant 37 ans. C'était la personne de Mobutu qui était forte. Cette force lui a été octroyée par la communauté internationale. Mais on ne voulait pas d'un pays fort. Contrairement aux pays américains et pays français, quand vous allez aux États-Unis, qu'on vous prenne qu'on prenne mon ami KMB, président des États-Unis, les États-Unis restent forts. Pourquoi? Parce qu'on nous empêche d'avoir un système de gouvernance fort et à un moment on peut nous tromper d'élever un dirigeant fort. Ce qu'on fait à Kagame aujourd'hui, on nous l'a fait avec Mobutu et peut-être ça sera quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Ben KMB, 2 secondes. Je vous ai promis 2 minutes parce que vous êtes d'une ponctualité extrême. Donc, vous avez 2 minutes. Très rapidement pour qu'on conclue. J'avais vraiment envie de parler de la deuxième thématique, mais malheureusement... Allez-y rapidement. Je voudrais aussi, certes, on en a parlé longuement parce qu'on a pu taire nos divergences avec nos confrères ici. Pour la question, je pense que... Pour une fois, vous êtes d'accord? Oui, pour une fois, nous sommes d'accord. Je pense qu'il faudrait tout simplement un sursaut des panafricanistes. Actuellement, dans notre gouvernement, on n'a pas des gens qui peuvent hausser les tons jusqu'au prix suprême de sacrifier leur vie pour que la RDC puisse normalement accéder à la paix qu'il faut à la partie Est. Mais pour rapidement toucher la question dont vous avez abordé lorsque vous avez envoyé la thématique, j'aimerais ici, parce que vous avez parlé de la question de l'avenir de l'Union sacrée. Moi, j'aimerais ici, à défaut de toucher les sensibilités de mon confrère de gauche ici, je ne voudrais pas indexer la responsabilité au chef de l'État. Je vais parler de la majorité. Je crois que la majorité, cette fois-ci, a vraiment failli dans la mission de consolider les acquis de leur union. Pourquoi? Aujourd'hui, le chef de l'État devait normalement être celui qui se concentre, la majorité devait être la partie qui se concentre à amener le Congo vers l'avant. Mais la façon dont les défections se font à l'intérieur vont en quelque sorte entacher à un élan nouveau qu'on pouvait bien prendre pour décoller. Aujourd'hui, on devait aller de l'avant parce qu'on a dit qu'on s'est dégagé des gens qui ne voulaient pas l'évolution de la République démocratique du Congo. On s'est réunis entre nous, les gens qui veulent le décollage de la République démocratique du Congo. Mais à l'intérieur, on a les défections qui se font matin, midi, soir. Et on va distraire la population à leur place d'accompagner cette majorité au pouvoir. On va se contenter des spéculations des gens qui sont frustrés par peut-être... Merci beaucoup Ben. Vous qui nous suivez, vous avez certainement suivi qu'il y a une partie que je ne pas reveler ici. Oui, aussi qu'on libère la maman là de l'Union Salité. Oui, il faut qu'on libère cette dame. Non, mais les propos... Il faut qu'on libère. Ne sont pas... Attendez, j'ai conclu l'émission. On va revenir. La partie que je n'ai pas relevée ici, c'est que la réaction du 1v3, je le fais de manière... Je ne le fais pas, je ne veux pas le dire. Je ne peux pas relayer les propos ou les réactions du 1v3 en rapport à ces rapports-là en tant que compatriote. Je suis congolais et je n'ai pas le Rwanda comme pays. Je ne veux pas relever ces propos-là et je reste congolais. Merci d'avoir été le nôtre. Doudou, merci beaucoup. Merci à Désiré pour votre présence. Merci à Ben KMB de nous avoir fait honneur. Merci aussi à Raphaël qui nous a tenu compagnie. Merci à Kambuya et à John qui ont assuré la technique.
Merci aussi à Louis-France Kozekissa pour l'occasion qu'il nous a donnée, parce que c'est lui nécessairement qui a coordonné cette émission. Bonne soirée à vous, tous qui nous aviez suivis. Merci beaucoup de nous avoir quand même fait honneur d'être là. Vous êtes tellement nombreux. Je reçois des messages ici par rapport à Congo Presse. Des invités, des confrères qui se précipitent. On aura toujours le temps d'équilibrer la semaine qui vient. Le rendez-vous est pris pour le samedi. Avant d'aller dans le bruit, suivez d'abord Congo Presse. Question de vous informer utilement. Merci beaucoup et bonne soirée.